Mardi 21 février. Enfin, la température est revenue à la normale et nous avons à nouveau de quoi manger. Des vivres, des tonnes de vivres. Quand l'ascenseur est descendu ce matin, il était bourré d'un tas de choses. De la viande, du pain, des légumes, des fruits, du chocolat. Je n'avais rien vu d'aussi délicieux de toute ma vie. Des vivres! Russell nous a conseillé de manger modérément pour commencer. Il a dit que si nous mangions trop vite avec le ventre vide, nous aurions des crampes d'estomac. Nous l'avons tous bien écouté en hochant la tête et en salivant à l'avance. Et puis, nous nous sommes jetés sur les provisions pour nous goinfrer comme des bêtes. C'était comme ces banquets de l'époque romaine qu'on voit dans les vieux films, avec des bouts de viande et des fruits qui volent partout, et tout le monde en train de croquer, broyer et mastiquer en rôtant, le menton luisant de bave. Une image un peu dégueu. Sur cette image un peu dégueu, nous allons même pouvoir passer sur la scène de lecture. Hop là. Que c'était bon. Maintenant, je suis dans mon lit. Je bois du thé et mon mal au ventre me fait sourire. C'est un bon mal, bon et plein. Rien que pour le rendre encore plus plaisant, j'essaie de me rappeler comment c'était d'avoir faim. C'est impossible. Je sais que c'était pénible, mais je n'arrive pas à retrouver la véritable sensation de faim. Une minute. Russell avait peut-être raison quand il parlait de sérieuses crampes d'estomac. Je commence à ressentir quelque chose. Comme... Non, c'est pas des crampes, quelque chose d'autre. Et ça vient de partout, ça recouvre tout. Comme électrique, comme une chaleur loin s'en va, chaude et ne pèse rien. Je crois que c'est... parfait. Chaud et pas soif. Je n'ai jamais eu besoin de rien. Rien n'est mal. Les murs sont encadrés d'or en loques. Le jardin, te revoilà dans le jardin. Jamais parti, oui, oui. T'es là à gifler la haie avec ta canne en bambou et à secouer la tête pour faire sortir les larmes de l'été. Oublie? Oublie quoi? Fais ce que tu veux, c'est tout. Va vers le piquet de la corde à linge. Vas-y, fais le tour. Tourne et tourne en rond autour du piquet de la corde à linge. Tourne et tourne autour, en rond. Tout se découpe sur le ciel qui tournoie, regarde toute la fenêtre. Maison, le toit, le soleil, le pigeon, les arbres, le ciel, la barrière, le ciel pyramide. La fenêtre maison où les tigres attendent le soleil. Le pigeon, arbre, roux, regarde. Le ciel né du soleil, la haie, la rose d'épines, rhinocéros, les cornes. Le ciel qui tourne, où les corbeaux s'envolent. La fenêtre maison, le toit, de soleil, les grandes arbres vers la clôture, la grille, le ciel qui tournoie. Maintenant, on est au clair. C'est sûr qu'on est vachement éclairé sur cette situation. Cet homme est en train de délirer. Monsieur, je crois que peut-être il y avait des choses qu'il ne fallait pas manger dans ce que vous avez mangé. Je dis ça, je dis rien après. En faisant ça, comptez les animaux dans le livre des animaux. Comptez les animaux. Combien d'animaux? Compte sur tes doigts. Orvet, bien sûr, il est dans le livre. Orvet, rhinocéros, tigre, lion, limace, renard, ours, pigeon, dog. Non, rhinocéros, tigre, lion, limace, renard, ours, pigeon, dog. Une limace, c'est un animal. Limacégotog. Toc, une limace. C'est une baleine dans un bocal à bonbons. Hi. Éléphant, baleine, insecte, souris. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Fouine, vache, blaireau, renard. Non. Lapin à oreille, tombante, fouine. Cet homme est dans une grosse phase délirante. Non. Excusez-moi, j'ai tout casé. Voilà. La blague de papa. Comment tu sais? Non, quelle est la différence entre un chapon et une poule? Un poule chapon et un chapon chapon pas. Papa dit des comptines. Toujours l'humour sur ce stream, bien sûr. Pas toujours fourni par moi d'ailleurs. Et c'est peut-être pas si mal. Le colibri est plus joli que le grizzly, mais les crabes sont pleins de puces, c'est bien embêtant. Les loris mangent les hommes et les tigres vont au lit, et les abeilles font leur miel avec du parmesan. Une grosse phase délirante de la part de notre héros. Et l'autre, celle des buffles, tourne et tourne rond. Les buffles sont bien difficiles. Ils n'aiment pas les souris, ils n'aiment pas les salsifis, ils aiment seulement manger des choses bizarres, comme les lions des montagnes, les ailes des balbuzards. Mais les bourdons, eux,
Et c'est bien agréable, mange tout petit, les fourmis et les grains de sable. Et le dîner d'un million d'abeilles est si léger qu'un bébé buffle n'en fera qu'une bouchée. Et celle du zèbre aussi. Non, l'ai oublié. Alors, doigt. Overino, c'est rosse tigre-lion, limacéen, renard rousse, pic-d'ong, éléphant et baleine insecte-souris, fouine, vache blé renard, lapin, hermine, perrouche, crabeceau, lorissome, tigroulis, on dirait des noms de Pokémon quoi, abeille, buffle, grizzly, balbu bizarre, ah, on s'approche des noms de Pokémon. Hein. Tourne, tourne, tourne en rond, bâton orange, plastique chaud soleil. Le piquet de la corde à linge est froid, comme du plomb. Impec pour tourner autour. Tourne, tourne en rond. La corde à linge se balance et fait la ronde. Ting tingling, ting tingling, knuckling tingling. Combien d'animaux en comptant les gens? Nous sommes tous des animaux. Combien d'animaux? 27. Ça suffit pour aujourd'hui. Orvet égale 28. Zèbre égale 29. 2 renards malins égale 28. Stop! C'est ici que tu es, ici. Ici, assis dans l'herbe verte du jardin, qui tournoie, mâchonnant un bout de bois, épuisé et abruti, les yeux sur le mur. Il n'y a que moi, moi, toi, moi. Je suis toujours là, monsieur. Le soleil se déplace toujours dans le ciel. Ça n'a pas d'importance quelle heure il est. Un jour dure une éternité. Allons-y. Le sentier du jardin mène aux montagnes de rocailles où les pierres sont là à attendre que tu mettes le feu à un homme araignée trempé dans l'essence. Il a un pétard dans son maillot, ou alors l'emmener dans les mauvais quartiers où les araignées se voûtent dans leurs grottes lacées de toile, leur dos bulbeux marqué d'une croix, comme les ânes accrochés bien serrés de leurs 8 pattes noires. Âne et mexicain soldat allemand, sergent Fury, une souris peut-être, un grizzly grrr, ou Billy le Kid, Billy le magicien, pris au piège dans sa grotte avec une araignée singe. L'araignée lui tisse un linceul de soie et le pend à un croc, et Billy agite sa baguette magique. Il touche son livre de magie et dit « J'ai pas peur de mourir comme un homme », mais la mèche enflammée du pétard liquéfie sa jolie petite gueule et quand il explose un trou dans son cœur de plastique. Ah ah! Tu vois, tous ces petits coins sont faits pour les cow-boys et les Indiens, ils se tentent des embuscades, se battent, tombent morts ou couverts de miel en attendant les fourmis. Et tous ces petits coins, tu ne les connais pas, n'est-ce pas? Alors, Robocop, il l'a dans le dos, ah ah! Ces pierres ne tiennent pas. Celles du milieu et du bas sont bien fixées, mais celles du dessus vacillent. Tu peux soulever, quand personne ne regarde comme maintenant, tu peux soulever le toit sur le ciel d'un autre monde et que la lumière soit, dans la boue bien lisse, couleur chocolat. Les bêtes de sous les pierres paniquent au soleil. Les cloportes se dispersent, les vers s'enroulent et se tortillent. Rouge, chair, jaune, blanc, couleur de lait vomi. 1000 pattes. Une limace pour l'atout, le ressort brun compact d'un 1000 pattes enroulé quand tu le taquines du bout de ton bâton. Un long scarabée, tacheté de vert, tout mince, cavale vers un trou. Il penche la tête et fait tic-tac à droite, et puis tremble, et se tourne et fait tic-tac à gauche, remonte le temps, l'aiguille à l'envers. Tiens bien le rocher et regarde de plus près. Observe le luisant de la boue et le tracé des sillages mystérieux. Le trou du scarabée est fourré d'un reflet pâle de minuscules, pas tout à fait blancs, ils ont la couleur des choses souterraines ou mortes. Et tu sais que si tu les mets dans une boîte de lunettes vide pour voir ce qui se passe, ils vont se recroqueviller et disparaître. Tu le sais. Et maintenant, tu entends la voix de ta mère. Linus! Loin, loin, très loin. Où es-tu? Je suis là. Plus tard, 1 million d'années plus tard, j'ai mal à la tête, je me sens mal. Les aliments étaient drogués. Il a drogué tout ce que nous avons mangé. Je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Quelque chose de bizarre. Sérieux, je me suis jamais senti aussi bizarre de ma vie. Bizarre mais pas complètement désagréable. Mais pas bizarre sympa non plus. Juste bizarre. Comme sur une autre planète. Comme si j'étais quelqu'un d'autre pendant un moment. Ailleurs et quelque chose d'autre. Je ne peux pas y réfléchir maintenant. Il faut que je dorme. C'est donc une phase de drogue, hein. Une phase de délire que Linus a subi. Bon, nous avons eu une réunion. Il fallait qu'on se retrouve. Nous sommes tous en train de devenir fous.
Nous avons besoin de récupérer, de nous réconforter, de nous consoler mutuellement. Merde, nous avons besoin de quelque chose. Quand je nous ai regardés, assis autour de la table, je n'ai vu que des visages en train de mourir. Et Jenny, pauvre gamine, elle peut à peine parler. Elle a vomi la plus grande partie de tout ce qu'elle avait avalé, ce qui fait qu'elle n'a pas trop souffert des effets de la drogue, mais elle a bien souffert quand même. Des gens malades, de mauvais rêves, le bruit, la chaleur, le froid, tout ça, c'est trop pour elle. Ce n'est qu'une enfant, nom de Dieu. C'est trop. Et j'ai écrit un mot ce matin. Et j'ai pris une feuille sur le bloc attaché au mur et j'ai écrit « Pourquoi ne pas laisser Jenny partir? S'il vous plaît. Seulement ça, une seule chose. Laissez-la partir. Je paierai si c'est ce que vous voulez. Je ferai n'importe quoi. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Mais laissez-la partir, s'il vous plaît. » Je savais que ça ne servira à rien. Une perte de temps. Mais je l'ai fait quand même. Mais on sait jamais, Michel. Sur un malentendu. Anja a son compte. Elle commence à ressembler à l'une de ces folles qui vivent dans la rue, celles qui trimballent tout ce qu'elles possèdent dans des sacs plastiques et qui hurlent des insultes aux voitures qui passent. Son visage est vide et halluciné. Bird nous regarde comme s'il voulait nous tuer. Ah, c'est sympa en tout cas ça. Bruxelles s'enfonce chaque jour un peu plus. Il ne peut plus parler normalement. Il n'arrive plus à articuler. Ses traits se figent sous le coup de la douleur. Fred, en revanche... Fred a encore l'air solide, dur et inquiétant. Taillé dans le roc, je suppose qu'il a l'habitude. La douleur, pour lui, ça ne compte pas. Ça rebondit sur son crâne comme des gouttes de pluie. Et moi, évidemment, je ne connais ma tête que de l'intérieur. Au toucher, elle est maigre et dure et douloureuse. Donc nous étions là, si mourants, assis autour d'une table, attendant que quelqu'un se décide à parler. Le silence me rendait dingue. Au bout d'un moment, je me suis lancé. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Tout ça est en train de nous tuer. Bird a ri. Ouais, c'est ça, bonne idée. Fais donc quelque chose. Linus a raison, a murmuré Anja. Bird l'a regardé d'un air glacial. Tu trouves? Anja a baissé les yeux. Bird a hoché la tête. Quel gros con autoritaire, lui. La dernière fois que nous avons essayé de faire quelque chose, ça n'a pas trop bien marché, il me semble. S'il n'avait pas tenté quelque chose, lui, ce jour-là, dit-il en me regardant, on ne souffrirait pas autant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux des excuses? Très bien, je te fais mes excuses. Je suis désolé d'avoir essayé de nous tirer de là. S'il te plaît, pardonne-moi. Bird a levé les yeux au ciel. Ça, baisse les yeux, Bird. Baisse les yeux. Je le déteste vraiment, ce gros naze. Ce n'est pas seulement lui, bien qu'il soit vraiment tordu, c'est tout ce qu'il représente. Le type qui part au boulot depuis sa banlieue tous les matins, le type en costume gris, le type qui fait du business, qui passe sa vie à geindre et à se plaindre de quelque chose, jamais satisfait, le train du retard, il fait trop froid, je suis tellement crevé. Ils sont tous les mêmes, comme de gros bébés en taille adulte, avec leur costard. Ils ont leurs joujoux dans des petites valises de cuir, des trains en guise de tricycle, des épouses à la place de leur mère, de la bière à la place du lait, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'en grandissant, ils ne sont devenus que de gros enfants pervers. Ils ont pris leur enfance, enlevé tout ce qui était sympa, et ils en ont fait de la merde. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des gens comme Bird, j'en vois tous les jours. J'en voyais tous les jours, quand je faisais la manche près de la gare. Je voyais leur façon de me regarder, comme si je n'étais rien. Une merde. Et alors je pensais... Je pourrais t'acheter, je pourrais acheter tout ce que tu possèdes 40 fois, alors ne me regarde pas comme ça. Et je crois que c'est ce qui me rendait vraiment malade, plus que tout. Je détestais cette capacité qu'ils avaient de me transformer en l'un des leurs. Retour à la table. Donc, Bird lève les yeux au ciel, pour bien montrer que je l'énerve et me gratifie de son regard qui veut dire « Tu n'es qu'une merde ». Je commence à en avoir par-dessus la tête. Je suis sur le point de lui dire quelque chose quand Jenny me tire par la manche et me murmure quelque chose à l'oreille. Quoi? Je lui demande. Dis-lui que tu es désolé. Elle chuchote. Je viens de le faire. Non, pas à Bird. Elle lève les yeux au plafond. Lui là, le type à l'étage au-dessus. Je la regarde. Pardon? C'est ce qui
De l'autre côté de la table, Bord se penche vers nous. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne l'écoute pas. Je ne peux pas arrêter de sourire à Jenny. Eh oh, fait Bird en tapant sur la table. Je lui jette un regard furieux. Il poursuit. Excusez-moi, j'ai vu la ligne d'après, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Tu bavardes avec ta fiancée ou tu me réponds? Je me penche en travers de la table et je lui balance mon poing dans la figure. La réunion était ajournée. J'ai fait ce que Jenny a suggéré. J'ai fait des excuses au type à l'étage au-dessus. J'ai encore rédigé une petite lettre. Ce n'était pas difficile. C'est facile de s'excuser, en particulier quand on ne pense pas un mot. Je vous en prie, pardonnez-moi d'avoir voulu m'échapper. J'ai écrit. Je vous promets que je ne le ferai plus, et je suis désolé d'avoir provoqué des complications. Je vois maintenant que c'était un acte égoïste. Je suis sincèrement désolé. Je vous en prie, ne nous punissez plus. Laïus. J'ai mis ma lettre avec la liste du marché et j'ai déposé le tout dans l'ascenseur. J'avais l'impression d'être un môme qui écrit au Père Noël. Il ne croit pas au Père Noël, le môme, mais quel mal ça pourrait lui faire de l'écrire? Et après tout, qu'est-ce qu'il a à perdre? Un mot au type à l'étage au-dessus. Si vous lisez cela, ne faites pas attention au passage où je dis que je ne suis pas sincère quand je dis que je suis désolé. Je le suis, vraiment. Je faisais semblant quand j'ai dit que ce n'était pas vrai. Vous voyez, j'essayais d'avoir l'air d'un dur, d'accord? Bien sûr, si vous ne lisez pas cela... Jeudi 23 février. J'ai passé toute la journée à m'apitoyer sur mon sort. Je ne sais pas ce qui m'y a poussé tout d'un coup. Il ne s'est rien passé de spécial, rien qui sorte de l'ordinaire. J'étais simplement d'une humeur noire en me réveillant. Mais attention, je ne me plains pas. En fait, j'aime bien m'apitoyer sur moi-même. Ça laisse une impression assez réconfortante, comme si on pouvait se blottir bien au chaud dans sa misère. Du moment qu'on le garde pour soi, c'est très bien de s'apitoyer sur son sort. Évidemment, je ne le garde pas pour moi à strictement parler. Je t'en parle, mais pour le moment, je vais accepter que toi, c'est moi, alors ça devrait passer. Et si je ne peux pas, mais ça intéresse qui? Ce qui est drôle, c'est que je m'apitoie. C'est que plus je m'apitoie sur mon sort, et moins tout ça devient mortel. Oui, c'est horrible, c'est injuste, c'est incroyable, insupportable. Enfin non, ce n'est pas insupportable. Rien n'est insupportable. Insupportable, ça veut dire qu'on ne peut pas l'endurer. Si on ne peut pas endurer quelque chose, on est mort. Si ça ne te tue pas, c'est que tu l'as enduré. C'est pas vrai? Effectivement, Lainus, je n'ai rien à dire face à ce raisonnement implacable. Rien ne peut être insupportable. Aussi longtemps que je suis vivant, je supporte. Et même si ça finit par me tuer, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je serai mort. Il n'y aura plus rien à endurer. Sauf si, évidemment, il existe un endroit appelé l'enfer. Alors ça, c'est une pensée qui fait peur. Le feu et la damnation éternelle, les diables, les fourches et les chardons ardents. Mon Dieu, imagine ça, tu passes la moitié de ta vie à te moquer de l'idée du ciel et d'enfer, et puis tu meurs, persuadé que tout est fini. Mais ce n'est pas fini, il y a vraiment un enfer. En fait, tout est vrai, sérieux. Et toi tu es là, à rôtir, pendant que le diable te lance ses imprécations et que des diablotins hurlants t'arrachent les yeux. Ça serait carrément gênant, non? Surtout, ça serait carrément désagréable. Après, gênant, oui, mais plus pas ouf, quoi, de se faire arracher les yeux par des diablotins. Il y a une autre manière de voir les choses. Je réfléchis une minute. Voilà. En réalité, tout ça n'a rien à voir avec l'enfer. C'est à autre chose que j'étais en train de penser. Je pensais à quel point j'étais malchanceux. Malchanceux qu'on soit venu me chercher comme ça, sans raison, pour m'enfermer dans ce trou à rats, sans aucune chance d'en sortir. Je pensais que je devais être l'une des personnes les plus malchanceuses au monde, et puis j'ai commencé à y penser, vraiment. Bon, je me suis dit, oublie les autres, fais comme si tu étais seul ici, seulement toi, et demande-toi, suis-je la personne la plus malchanceuse au monde? Réfléchis bien. Théoriquement, ce doit être possible d'établir une liste. On commence par la personne la plus chanceuse du monde, celle qui a tout ce qu'elle peut désirer et plus encore. Et puis, on continue avec les 7 milliards de gens, ou à peu près, qui vivent sur cette planète, jusqu'à arriver à la personne la plus malchanceuse, la plus malheureuse, celle qui n'a jamais connu une seule bonne fortune, et dont la vie est pire que celle de n'importe qui. Tu as cette personne, la plus malchanceuse, la plus malheureuse du monde, celle qui est tout en bas de la liste, d'accord? Seulement,
Juste au-dessus de cette personne-là, tu as le numéro 2, le deuxième individu le plus malchanceux du monde. Alors, réfléchis un peu. Lequel tu préfères être? L'individu le plus malchanceux du monde ou le deuxième? Je sais qui je choisirais. Je préférerais être le premier, le plus malchanceux du monde. Au moins, je serais quelque chose, j'aurais un titre, j'aurais une chose que personne d'autre n'a. Enfin, quoi? Qui va être le deuxième individu le plus malchanceux du monde? Deuxième, c'est rien. Personne ne s'intéresse au deuxième. Et c'est là que réside le problème. Parce que si être le deuxième le plus malchanceux du monde... c'est parce que si être le plus malchanceux du monde te donne quelque chose que le deuxième plus malchanceux du monde n'a pas, alors tu ne peux pas être le plus malchanceux du monde, pas vrai? Mais alors, si le titre le plus malchanceux du monde revient en réalité au deuxième plus malchanceux du monde, ça veut dire que c'est lui ou elle qui a une chose que le nouveau n'a pas, etc., etc. Ça débat vraiment qui a le titre le plus malchanceux. Ouais, on est vraiment, c'est vraiment en train de débattre de ça dans le livre. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que la réflexion qu'il a fait à la fin, que finalement, si t'es le plus malchanceux du monde, le deuxième le plus malchanceux, bah, il est malchanceux de pas avoir le titre de plus malchanceux. Du coup, c'est un cercle sans fin. Et j'y pensais, puis il a fini à ça, j'ai fait, mais waouh, j'ai prévu le livre à l'avance, waouh. Non, mais ouais, là, je sais pas pourquoi, on a une phase un peu moyen, là, les 2 premiers chapitres, on a eu une phase où, où ça discute de... comment? Où t'as son hallucination et là t'as le débat de qui est le plus malchanceux. Après je pense que c'est un peu le point négatif. En fait c'est pas le point négatif mais c'est un peu le problème avec ce genre d'histoire dans un lieu clos où t'as aucun truc extérieur qui interfère. C'est que bah c'est dur parce que c'est plus compliqué je trouve peut-être par rapport à l'histoire qu'il raconte de rajouter des éléments perturbateurs qui du coup vont amener des péripéties parce qu'au pire en fait j'allais dire au pire il y a une mouche mais même une mouche peut pas venir chez eux. Enfin bref, arrêtons le débat sur la mouche. Et maintenant je ne sais plus à quoi je pensais, ça n'a pas d'importance. Ça m'a aidé à me sentir mieux, ça ou autre chose. Quand l'ascenseur est descendu ce matin, il y avait 2 sacs de provisions par terre. Drogués ou pas, nous avions tous faim, et il n'y avait aucun moyen de le savoir. Moi, je n'y touche pas, dit Bird. Je préfère mourir de faim plutôt que de revivre ça. Bah écoute, meurs, Michel. Je l'ai regardé. Il a soutenu mon regard un moment, l'air mauvais, puis il a détourné les yeux. Il a une vilaine marque rouge à l'endroit où je l'ai frappé. Je voudrais bien ne pas l'avoir frappé. Je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je regrette toutes les emmerdes qui suivent, les frictions, les conséquences, les options, la réaction et les articulations de ma main qui me fait mal. J'aurais dû me souvenir des conseils de Pretty Bob. Bob est un bagarreur né. Il m'a dit un jour que pour se battre, tout n'est qu'une question d'attitude. Cogne tôt, cogne dur, tous les coups sont permis. Triche. Et la chose dont j'aurais dû me souvenir, si tu cognes à la tête, tu ne te sers pas de tes mains. Les mains sont fragiles, elles se cassent. Si tu cognes à la tête, prends un bâton, ou une brique, ou une guitare, ou ta tête. Une tête c'est lourd et c'est dur, ça fait mal, ça surprend les gens. Les gens s'attendent à un coup de poing, pas à un coup de tête. Je ne me suis pas servi que de ma tête. L'humour, j'adore l'humour. Trop drôle. Il faut que quelqu'un goûte, j'ai dit. On ne va pas rester là à regarder ces sacs de bouffe toute la journée. Jenny a proposé. On tire au sort? Pourquoi faire, a dit Bird. Pour savoir lequel d'entre nous va goûter. Sans moi, dit Bird. Oh, nom de Dieu, s'est exclamé Fred en s'approchant. Il a tendu la main vers un sac et en a sorti une pomme dans laquelle il a planté les dents. La moitié de la pomme a disparu en une bouchée. Nous sommes restés là à le regarder. Il a mastiqué en faisant beaucoup de bruit et il a avalé avant de manger le reste, queue, pépins et tout. Dans la foulée, il a plongé la main dans le sac pour y choisir un paquet de fromage. Il l'a déchiré pour en prendre un gros morceau qu'il s'est fourré tout entier dans la bouche. Hé, a dit Bird, pas si vite. Fred lui a tendu le fromage. T'en veux? Bird a reculé. Vas-y doucement, c'est tout. Laisse-en pour les autres. Fred lui a fait un grand sourire. La chance aux audacieux. Je l'ai interrompu. Ne mange pas tout.
Fred arrêtait de mastiquer et il m'a regardé. Qu'est-ce que t'as, toi? Ne mange pas tout. Garde-en pour Jenny. Elle en a plus besoin que toi. Il a continué à me fixer un bon moment avec des yeux durs et mauvais, et j'ai pensé un instant qu'il allait m'éclater le crâne, mais au bout d'une minute, ce qui est long une minute avec quelqu'un qui te regarde avec l'envie de te péter la gueule, il a hoché la tête et m'a souri en faisant un clin d'œil à Jenny. Pas de souci. Il a laissé tomber le fromage dans le sac pour prendre un pain et du chocolat. Donnez-moi un quart d'heure avec ça, ça devrait suffire. Si dans 15 minutes je ne suis pas couché le ventre à l'air complètement perché, à jacasser tout seul comme un dément, ça veut dire que vous pouvez y aller. D'accord? Merci. Il s'est fourré un morceau de chocolat dans la bouche et il est parti vers sa chambre en gardant les yeux rivés sur moi. Il souriait toujours, mais c'était le genre de sourire qui vous glace le sang. En passant près de moi, il s'est penché pour me murmurer quelque chose à l'oreille. 2 mots. Fais gaffe. Et il a disparu. Toutes les provisions étaient excellentes. Pas de drogue. Rien de bizarre, un bon ventre plein et rien d'autre. On dirait bien que Jenny avait raison. Il voulait simplement que je lui fasse des excuses. Ça me déconcerte complètement. Ça fait 2 heures que je suis sur mon lit et que j'essaie de comprendre si ça veut dire quelque chose. Je fais des excuses, il nous donne à manger. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a un point faible, qu'il est un maniaque des bonnes manières, ou bien il a peut-être l'intention de nous dresser? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça veut dire quelque chose. Il avait probablement l'intention de nous nourrir, quoi qu'il arrive. Que le sac de provisions soit arrivé ce matin, le matin où j'ai fait des excuses, c'était une simple coïncidence. Il joue avec nous. Il donne et il reprend, bon et mauvais, chaud et froid. Les provisions n'étaient ni un cadeau, ni une récompense. Mais peut-être que si. C'est peut-être son truc, les punitions et les récompenses, comme si nous étions des rats dans une cage et qu'il fallait apprendre sur quel bouton appuyer. Appuyez sur le bon, vous aurez à manger. Appuyez sur le mauvais, vous prenez une raclée. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Et pour tout dire, j'en ai marre d'y penser. J'en ai marre de penser en général. Et j'en ai marre de te parler aussi. C'est comme parler à un mur. Je veux dire, tu fais quoi? Rien? Tu restes là, à ne rien dire, à ne rien faire? Tu me rends malade. Sérieux. Je vais faire quelque chose. N'importe quoi. Creuser un trou, m'écraser contre un mur, exploser quelque chose, cogner sur quelqu'un, n'importe quoi. Je veux juste faire quelque chose. 11h30 du soir. Pardon. Samedi 25 février. 2 jours avec assez à manger, 2 jours de paix et de calme. En temps normal, j'aime bien la paix et le calme, mais là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le genre de paix qui permet de se détendre. C'est mort et terne, comme si tout le monde avait perdu espoir. Nous passons tous beaucoup de temps seuls dans nos chambres maintenant, moi comme les autres. Je sais, ce n'est pas sain, mais c'est dur de trouver l'énergie de faire autre chose. Je fais de mon mieux. Je me force à me lever et à marcher toutes les 2 heures à peu près. Ça me permet de garder un peu de santé mentale et ça aide ma tête à ne pas imploser. Et je continue à chercher un moyen de sortir d'ici. Même si mon cerveau me répète que je perds mon temps, mon cœur n'y a pas encore renoncé. Jenny m'accompagne très souvent dans mes promenades et parfois Fred se joint à nous un moment, mais le reste de l'équipe ne sort plus que rarement du lit. Ils ne montrent leur nez que lorsque l'ascenseur arrive ou quand ils vont aux toilettes. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur chambre. Anja pleure beaucoup. Je suis allé la voir hier. Je ne sais pas pourquoi je me suis donné ce mal. Je savais que ça ne servirait à rien. Toc toc. Quoi? C'est moi, Linus. Qu'est-ce que tu veux? Mais rien en fait. Je me demandais juste comment tu allais. Va-t'en. Russell passe presque tout son temps à dormir. Je ne sais pas ce que fait Bird. Je n'entends aucun bruit dans sa chambre et je le vois rarement. Et même quand je le vois, il ne me parle pas. Il ne m'a toujours pas pardonné de l'avoir frappé. Je suppose que c'est juste. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit en train de concocter des représailles bien humiliantes. Je lui souhaite bonne chance. Il en faut beaucoup pour m'humilier. C'est vrai que le mec était SDF et s'est fait tabasser dans la rue, du coup... je pense qu'il est pas à ça près. Quand elle est seule, Jenny chante. Je l'entends parfois chanter tout doucement pour elle seule, des chansons d'enfants, des chansons qu'elle invente, des chansons qu'on chante sans y penser. C'est un joli son, mais triste aussi. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ma chambre? Je réfléchis. J'écris. Je ne lis pas la Bible. Je me marre, je grelotte. Mais la plupart du temps, je réfléchis, c'est tout.
Je pense beaucoup à des trucs sur les manières de s'échapper, des trucs que je ne peux pas raconter ici. Pas encore en tout cas. Jamais j'espère. Et le reste, je ne sais pas. C'est trop ennuyeux pour qu'on en parle le plus souvent. Mon père, ma mère, des souvenirs, des sentiments. Mais qui s'intéresse à ce genre de conneries? Je veux bien te dire une chose quand même. Quand je sortirai d'ici, la première chose que je ferai, c'est me trouver une pièce calme et confortable, avec un bon canapé bien moelleux et une bonne télévision à écran géant, et je resterai allongé là, à regarder les émissions les plus nulles que je peux trouver, jusqu'à ce que toutes mes pensées s'envolent de ma tête, toutes, sans exception. Et alors, je resterai encore un moment, pour attendre que mes émotions aussi m'aient quitté. Et après, j'irai me manger un maxi royal cheese avec grandes frites, et je ferai descendre tout ça avec un grand coca plein de glaçons, et ensuite, je prendrai un bain moussant très 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 chaud, et je n'en sortirai pas avant que l'eau soit froide, et mes doigts complètement fripés. Et après, je prendrai un autre maxi royal cheese, et ensuite, oh, j'y penserai le moment venu. Là maintenant, je vais dormir. Mardi 28 février. Maintenant, j'ai vraiment mis le pied dedans. J'ai encore essayé de m'évader. Cette fois, je n'ai dit à personne ce que je faisais. Cette fois, et merde, cette fois je crois que j'ai commis une grosse erreur. Je pensais avoir tout prévu. Je m'étais servi de mes méninges, je m'étais servi de la logique, de l'expérience passée. Quel est le problème? Je me suis demandé. Prends du recul et va à l'essentiel. Linus, quel est le problème? Eh bien, le problème, il est en haut, et nous sommes ici, en bas. Et aussi longtemps qu'il restera en haut, nous resterons en bas. Vu? Vu. Alors, pourquoi pas essayer de l'attirer ici, en bas? Il est déjà descendu, n'est-ce pas? Il aime te punir. Si tu fais quelque chose de mal, il te punit. La dernière fois que tu as essayé de t'évader, il a gazé tout le monde, et il est descendu pour emporter tout ce qui était comestible. Pense-y, il est descendu par l'ascenseur. Donc, il doit y avoir un système de commande à distance. Autrement, il n'aurait pas pu remonter, pas vrai? Donc, tout ce qui reste à faire, c'est l'obliger à descendre, et ensuite, faire le nécessaire. Fais-le, c'est tout. Alors, j'ai passé les journées du samedi et du dimanche à réfléchir et à planifier, et le lundi, j'étais prêt. J'avais un plan. Il faut le dire, ce plan était plein de trous, mais à mon avis, un plan plein de trous, c'est mieux que pas de plan du tout. C'est sûr. Après, un plan sans trous est mieux qu'un plan avec des trous. Et un plan sans trous qui réussit est mieux qu'un plan sans trous. Et c'est bien là, ils retentent des trucs, parce qu'ils étaient un peu en train de redevenir des légumes là. Bon après, passion légumes, c'est pas forcément un souci, mais... c'est cool qu'ils essaient de s'échapper quand même. Étape 1. J'ai pris des sacs poubelles dans la cuisine, j'ai rempli une casserole d'eau, et j'ai fait semblant de nettoyer ma chambre. J'ai mouillé un torchon, et je l'ai passé sur toutes les surfaces, en faisant bien attention de ne pas trop le tremper. J'ai enlevé le drap de mon étape 2, pardon. J'ai enlevé le drap de mon lit et je l'ai emporté dans la salle de bain. J'ai rempli la baignoire, plongé le drap dans l'eau et je l'ai lavé. Ensuite, j'ai rapporté le drap dans ma chambre et je l'ai accroché à la porte pour le faire sécher. Étape 3. J'étais mort de trouille. Une fois de plus, j'ai vu à quel point mon plan était approximatif et j'ai été terrassé par la certitude qu'il ne pouvait pas fonctionner. Rien n'est sûr à 100%, je me suis dit. Ne fais pas attention. Étape 4. Je suis sorti de ma chambre. Je suis allé dans la salle à manger et j'ai pris une chaise. Je me suis dirigé vers l'horloge murale et je l'ai défoncée avec la chaise. J'ai posé la chaise et je suis rentré dans ma chambre. Étape 5. J'ai attendu. Je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé la grille du plafond. Lisez dans mes pensées, monsieur. J'ai cassé votre horloge. Si vous voulez continuer à dérégler le temps, il va falloir descendre jusqu'ici et la réparer. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai cassé votre horloge. Allez, venez me punir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? Allez. Clic. Les lumières s'éteignent. J'entends des voix dans les autres chambres. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est quoi encore? Et puis, toc toc. Linus? C'est Jenny. Retourne dans ta chambre, Jen. Reste tranquille, tout va bien se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Retourne dans ta chambre, mets-toi au lit et ne bouge pas.
Et là, j'entends le sifflement. Je lève la tête vers la grille, je la sens, cette odeur chimique, qui devient de plus en plus forte. Étape 6, je prends un sac poubelle sous mon lit, et je le déchire pour faire un trou qui me sert de colle. Je passe le plastique noir sur ma tête, et je le roule bien serré autour de mon cou. Je vais chercher le drap humide sur la porte, j'en arrache une bande, je la trempe dans la casserole d'eau, j'enroule la bande autour de mon nez et de ma bouche. Maintenant, l'odeur chimique gagne en intensité. L'air est âcre, piquant, respirer devient difficile, les yeux me piquent. J'enroule le drap autour de ma tête en faisant des tours et encore des tours. Je couvre mon visage, mes yeux, ma bouche et mon nez. J'enfonce les bouts dans le col plastique. Je verse de l'eau sur ma tête, emballée dans son drap. Maintenant, respirez tranquillement. Avec un drap serré mouillé autour de sa tête, bien sûr. Se mettre au lit, remonter la couverture au-dessus de la tête, se concentrer, rester éveillé, ne pas bouger, se laisser aller, faire le mort. Le gaz continue à sortir. Il siffle dans le noir. Combien de temps 1, 1000, 2000, 3, 1000, 4, 1000. Compte, concentre-toi, reste éveillé. Combien de temps 10 minutes Les paupières se ferment toutes seules. Compte 1, 1000. Réfléchis, reste éveillé. Le sifflement s'arrête. La lumière revient. Je suis toujours vivant. Je suis conscient. J'ai mal au cœur et des vertiges. Je suis abruti, mais je suis conscient. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. 1 minute, reste tranquille. 5 minutes, ne bouge pas. 10 minutes, écoute. On reconnaît ce bruit, bien sûr. Je baisse juste un peu le son qui est encore un peu fort par rapport à ma voix quand même. Hop là, c'est bien, je pense. Voilà, ça vous m'entendrez un peu mieux que la musique quand même. Du coup, la porte de l'ascenseur se ferme. Il monte. L'ascenseur s'arrête. Une pause, un ronronnement. L'ascenseur redescend. Étape 7, je prends la casserole, je la vide, je sors de mon lit, je cours. Mes jambes sont en compote. J'ai la tête comme un melon, l'air est infect, épais. Vite, foncez jusqu'à l'ascenseur, le dos au mur, la casserole bien en main. Restez éveillé, il descend. Le voilà, le voilà. Prépare-toi, la porte s'ouvre. Lève la casserole, prêt à frapper, prêt. Rien ne se passe. Attends. Allez, vous êtes où? Rien. Vous êtes où, merde? Je suis resté comme ça longtemps, le dos au mur, la casserole à la main, le cœur battant à tout rompre, la tête embrumée, toujours emballée dans les draps mouillés et le sac poubelle, les yeux qui coulent, et je savais qu'il n'était pas là. Il n'était pas dans l'ascenseur. J'avais échoué, je le savais. À la fin, il a bien fallu que je l'admette. Je me suis décollé du mur et j'ai regardé dans l'ascenseur. La seule chose qu'il y avait, posée exactement au milieu de la cabine, c'était un billet de 10, tout crado, plié en forme de papillon. Mon billet de 10 livres. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais. C'était le billet de 10 livres que j'avais dans ma chaussette quand il m'a kidnappé. Celui qu'il m'a confisqué, il y a si longtemps qu'une vie entière s'est écroulée depuis. Maintenant, tout va vraiment au plus mal et c'est ma faute. À part Jenny et Russell, tout le monde m'en veut à mort pour avoir provoqué une nouvelle émission de gaz. Même Russell était un peu froid au début. Tu aurais dû me parler de ton projet d'abord, m'a-t-il fait remarquer. Mais vous m'auriez dit de ne pas le faire. Peut-être. Vous m'auriez dit de ne pas le faire, je le sais. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Enfin, maintenant c'est fait. C'est vrai. C'est fait. L'approvisionnement a cessé une fois de plus. Le chauffage est coupé. Nous n'avons même plus d'horloge. Et ce n'est pas le pire. C'est même très loin d'être le pire. Ce matin, il est arrivé quelque chose de vraiment terrible. Il a porté le châtiment à un nouveau degré. Pire qu'est-ce qu'il y a pour l'instant, quoi. Ils ont vraiment déconnecté le blâmer encore et toujours parce qu'il essaye d'agir. Ah ouais, non, mais vraiment, genre... Ouais, après, je pense que c'est pour l'histoire et tout, tu vois, pour montrer qu'il se sent vraiment seul et qu'il est abandonné à tous les points de vue. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Heather, genre... ils sont trop chiants, quoi. Je sais pas, les mecs, ils sont enfermés dans un bunker souterrain, genre... Il y a forcément un moment où ça va péter et qu'ils vont s'entretuer, tu vois. Enfin, genre, c'est logique.
Tu peux pas rester des années comme ça dans ces conditions. Du coup, quitte à se faire gazer tous les jours, et avoir à manger 2 jours par semaine, mais tentez tout. Tentez tout pour essayer de sortir. Enfin, genre, au bout d'un moment... Ouais, au bout d'un moment, je suis d'accord avec toi, faut tout tenter et faut pas... Pour essayer de sortir. Et faut pas blâmer ceux qui essaient, quoi. Surtout qu'en plus, s'ils y arrivent, ils vont tous être en mode oh, trop bien ce que t'as fait. Et là, juste, ils sont en mode connard, parce que ça marche pas, quoi. Enfin, bref. Pas étonnant après venant des personnes qui le blâment, quoi. Encore maintenant, j'ai du mal à le croire, tout à fait. J'étais en train de grelotter au fond de mon lit. J'essayais de classer dans l'ordre ce qui me déprimait le plus. Le froid, la faim, le vide de ma tête, ma vessie douloureuse. Il n'y avait pas grand-chose à faire à propos des 3 premiers points. Alors, j'ai décidé d'agir sur le 4e. Je suis sorti du lit, je me suis drapé dans la couverture et je me suis dirigé vers la salle de bain. En passant, j'ai vu Burn qui attendait près de l'ascenseur. Il m'a jeté un coup d'œil depuis son poste et il a vite détourné les yeux, en m'ignorant avec beaucoup d'application. J'ai marmonné quelque chose entre mes dents et j'ai perdu 10 secondes à fixer son dos. Puis, j'ai vu Fred se traîner dans le couloir en direction de la cuisine. Je l'ai regardé, il était torse nu, pâle, fatigué. Il m'a dressé un petit signe de tête, mais il n'a rien dit. J'ai attendu qu'il passe et j'allais tourner à l'angle du couloir quand j'ai entendu l'ascenseur descendre. Je me suis arrêté. Je savais qu'il serait vide, sans rien à manger, mais il fallait quand même que j'attende pour vérifier. L'ascenseur, c'est le truc. C'est impossible d'y résister, on ne peut pas l'ignorer. C'est comme vérifier qu'il ne reste pas une pièce dans ses poches, même quand on sait très bien qu'on n'en trouvera pas. Tu as déjà regardé 2 fois, tu sais que tes poches sont vides, mais tu as besoin de voir quand même, au cas où. Enfin, l'ascenseur est descendu, la porte s'est ouverte. Il n'était pas vide. Il y avait un chien à l'intérieur. J'ai vu des chiens qui faisaient peur dans ma vie, mais ça, putain, c'était quelque chose. Un Doberman, un grand Doberman très laid, brun foncé, presque noir. Une longue tête, des petites oreilles pointues, des épaules puissantes, maigres, osseux, à moitié morts de faim, des yeux brûlants, des babines noires retroussées, des dents pointues. Nous étions tous pétrifiés, Bird, Fred, moi et le chien. Pendant une demi-seconde, il ne s'est rien passé. Le chien restait là, nous regardait, grand, raide et silencieux, et nous étions cloués sur place, tous les 3, à le regarder aussi. Et brusquement, sans un bruit, le chien s'est lancé hors de l'ascenseur et s'est jeté sur Bird. Il n'a pas aboyé, pas grondé, rien. Rien qu'un éclair noir et le reflet blanc de ses dents terrifiantes. Nous en avons eu le souffle coupé. Bird a fait un tour sur lui-même en portant ses mains à sa gorge pour le protéger, mais le chien l'avait percuté comme un missile. Il lui a plongé ses dents dans le cou, juste au-dessus de l'épaule. Bird a hurlé et il est tombé avec le chien sur lui. J'étais incapable de bouger. J'étais pétrifié, mais Fred a réagi au quart de tour. Avant que j'aie compris ce qui se passait, il fonçait vers Bird et le chien en arrachant sa ceinture des passants de son pantalon. Bird sanglotait. C'était un son terrible qui vous tordait les entrailles. J'entendais le travail des dents sur les os. Le chien était en train de lui dévorer le cou. Il y avait du sang partout. Fred n'a pas hésité une seconde. Il a couru vers eux et il a pris le chien à la gorge en utilisant sa ceinture de cuir comme un lasso. Il a enfoncé son genou dans le dos du chien et lui a tiré dessus de toutes ses forces sur les extrémités de la ceinture en exerçant une torsion entre ses mains, puis il a soulevé la bête en tirant vers l'arrière et en resserrant la boucle. Le chien a fait un bond en se dévissant le dos et il s'est mis à claquer des mâchoires comme un automate, mais Fred l'a balancé dans les airs pour l'envoyer s'écraser au sol. Avant que le chien ait une chance de se relever, Fred s'est jeté sur lui de tout son poids et lui a saisi la gueule. D'une seule de ses mains énormes, il a maintenu ses mâchoires fermées. Il a passé un bras sous le cou de la bête, a lâché les mâchoires pour lui faire une queue à la gorge et il a serré. Grinçant des dents, il a serré de plus en plus fort. Il appuyait sur la tête du chien en lui écrasant la gorge. Étouffant, appuyant, écrasant. La bête s'est débattue au coup de patte. Elle se tordait dans tous les sens, mais Fred pesait sur elle de tout son poids. C'était horrible à voir. Le chien ne pouvait plus bouger, plus mordre, plus respirer. Fred a serré encore plus, en grognant sous l'effort. Il a poussé de toutes ses forces sur la tête du chien, jusqu'à ce qu'on entende un crac sourd. Et la bête est retombée, inerte. Fred n'a pas lâché le chien. Il est resté encore là, presque 1 minute, trempé de sueur, toujours agrippé à la tête, jusqu'à être absolument certain que le chien était mort. Enfin, avec un soupir, il l'a laissé aller. Le Doberman est retombé sur le sol, sans vie.
Sa tête pendant mollement au-dessus de son cou brisé. Fred l'a regardé un moment avec des yeux sans expression. Puis, il s'est relevé et il a tiré la bête morte jusqu'à l'ascenseur pour la jeter dans un coin comme un sac. Les autres étaient tous là maintenant. Jenny, Anja, Russell, un petit groupe compact au bout du couloir. Ils ouvraient des yeux incrédules et terrifiés. Jenny pleurait et Anja regardait Bird, la bouche ouverte. Bird ne bougeait plus. Il gisait par terre, les genoux remontés contre la poitrine, les bras autour de la tête. Appelant, Russell s'est dirigé vers lui. Je suis allé voir Fred. Ça va? J'ai demandé. Ouais. Il haletait. D'un revers de main, il essuyait la sueur qui lui coulait sur le visage. Il a jeté un coup d'œil vers l'ascenseur. Le Doberman était étalé sur le côté, les oreilles rabattues, la gueule ouverte, sur une double rangée de crocs couverts de sang. Merde, j'ai dit. Fred m'a posé une main sur l'épaule. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne risque jamais de s'ennuyer ici, pas vrai? Bird n'est pas mort. Il est sérieusement blessé, mais il n'est pas mort. Il a une vilaine blessure ouverte au cou et il a perdu beaucoup de sang. Russell a nettoyé la plaie à l'eau et il a laissé saigner. Anja insistait pour bander, mais Russell lui expliquait qu'il valait mieux laisser saigner. Apparemment, ça aide à nettoyer la blessure. Il va s'en sortir, j'ai demandé. Russell a haussé les épaules. C'est une mauvaise morsure et proche de la tête. Mais si elle ne s'infecte pas, ça devrait aller. Et si elle s'infecte, qu'est-ce qui se passe? Ne pose pas la question. Il n'y a pas quelque chose à faire? Il a besoin d'antibiotiques. Aucune chance. Autre chose? Russell eut un rire sans joie. On pourrait toujours essayer de prier. Petit malin. Voilà. C'était lundi, ou mardi, ou mercredi. C'était aujourd'hui. Maintenant. Il ne doit pas être loin de minuit et tout est silencieux. J'ai faim, j'ai froid. Je suis complètement perdu. Est-ce que c'était de ma faute si il a envoyé le chien? Peut-on me reprocher les blessures de Bird? Ou bien est-ce que ça serait arrivé de toute façon? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais quelle que soit la réponse, je ne veux pas me sentir coupable. Ou je ne peux pas me le permettre. Ou je ne peux pas me faire de reproches. Chacun fait ce qu'il peut. Pas vrai? On le fait et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce que tu ferais toi? Si tu étais moi, qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai ça le chat, si vous étiez lui, qu'est-ce que vous ferez? Vraie question ça. Et YouTube bien sûr aussi. Laisser tomber? Est-ce que tu te laisserais tomber et voilà? Ou bien tu te coucherais par terre pour pleurer? Tu te coucherais par terre et tu accepterais les choses comme elles viennent? Prends ce qu'on te donne, prends ça. C'est peut-être ce que je devrais faire. Je devrais peut-être laisser tomber. Renoncer. Tenez, voilà ma vie. Allez, prenez-la. Faites-en ce que vous voulez. Je m'en fous. Je ne sais pas. Je devrais peut-être essayer de faire de nouvelles excuses, mais cette fois, en y ajoutant beaucoup de pommade. Je pourrais me mettre à genoux, fermer les yeux, lui dire à quel point il est merveilleux. À bien y réfléchir, je préfère encore tout laisser tomber. Alors du coup, excuse-moi Ether, j'ai pas pu lire tes messages. En plus, à force de se faire gazer, il repère les endroits où passe le gaz, il les obstrue et part au fur et à mesure chacune des attaques. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire ça. Après, si... Est-ce que ça va pas faire, tu vois, que s'ils veulent mettre des trucs dessus, ça va faire comme quand ils ont voulu la première fois en mettre une dessus, qu'il y a un autre truc derrière qui gazait, et qu'après ça a été la merde et tout, parce que tout est pété, qu'ils ont été mis dans l'or, enfin... Je sais pas, en vrai c'est vrai que c'est une solution en soi de faire ça. En tout cas, ils peuvent essayer, ils ont rien à perdre, au pire ils sont gazés, mais ils sont déjà gazés, donc... C'était gratuit de lâcher un chien sur eux pour les inciter à tuer. Carrément. Encore heureusement que l'autre a sauté sur le chien, parce que sinon le chien le butait l'autre, je pense. Et il butait pas que lui, je pense qu'il butait les autres aussi. Mais là, ouais. C'est vraiment genre, bonjour, voici un chien d'attaque. Il a été dressé pour tuer, je le lance sur vous. Bon courage. Bon courage les amis. Et en plus, c'est traumatisant à faire pour la personne qui a fait ça. Oui, c'est sûr que on en parle pas assez, mais celui qui a... Enfin, en fait, pour tout le monde, genre... Pour celui qui s'était fait attaquer par un chien là, il a dû voir sa vie défiler. C'est traumatisant pour celui qui a dû buter le chien à main nue, parce que c'est pas comme la vie d'un être qui est proche de l'humain, le chien, à main nue, donc c'est pas n'importe quoi comme être. Celui qui se sent responsable, là, l'anus, il se sent responsable de ça. Et tous les autres aussi qui ont vu la scène, c'est quand même assez perturbant dans tous les cas.
Présenter des excuses à un assassin. Moi je pense pas que le truc des excuses ça soit un bon truc, quoi. Surtout que c'est un peu faux cul en fait, parce que le coup des excuses pouvait marcher pour la première fois. À partir du moment où tu t'excuses d'un truc et que tu le fais à répétition, bah juste t'excuses pas, quoi. Juste dis-lui, et puis je pense mec il est pas con, il sait très bien que tu veux partir comme... Faut pas déconner. Surtout qu'il a passé un cap, là c'est plus des punitions, c'est un acte prémédité impliquant une possible mise à mort. Oui, là il a carrément dit à tout moment en fait, je prends votre vie et je la jette, quoi. Du coup, je suis d'accord avec toi que là le mec a passé un cap où qui a un cap au-dessus, quoi. Donc franchement, ils ont pas avoir des remords. Au pire, il va faire quoi? Il va renvoyer un chien, bah c'est bien, mais au pire. Après, c'est peut-être cynique ce que je dis parce que je suis de la situation extérieure, mais. Enfin, je sais pas, actuellement là je me dis, mais au pire, il renvoie un chien, mais dans tous les cas, vous allez mourir ici, donc au pire, mourir dans un bunker buté par un chien en essayant de sortir du bunker ou mourir dans un bunker de faim, dans tous les cas, tu meurs dans un bunker, donc autant essayer de mourir en essayant d'en sortir. Mercredi 29 février, midi. Rien à manger. Tous les soirs, nous déposons une liste de provisions dans l'ascenseur, mais quand il redescend, le matin, la liste a disparu et il n'y a rien à manger. Rien. Seulement l'ascenseur vide. Il y a encore quelques petits restes dans le frigo et dans le placard, et pour l'instant, nous ne mourrons pas d'inanition. Nous avons faim et froid, c'est tout. Le chauffage est éteint et la température est polaire. Les murs sont recouverts d'une fine couche de glace. Ah oui, tu m'étonnes, oui, c'est pas là. C'est un igloo que vous êtes habité. Après, le froid peut aider à cautériser la plaie, au moins ça gèle le sang. Bird n'a pas l'air bien, son cou est devenu rouge et il a de la fièvre, en même temps il s'est fait attaquer par un chien. Il a passé les 2 derniers jours au lit à gémir et à marmonner. Enfin, comme c'est déjà ce qu'il faisait avant, je m'en fais pas trop. Un moment pénible. Je suis tombé sur Russell ce matin dans le couloir. Il était planté là et il fixait le mur. Monsieur Lanzig, Russell. Il s'est tourné vers moi et m'a regardé. Ah, bonjour toi. Qu'est-ce que vous faites? Il a souri. Une audition. Comment? Il m'a fait un clin d'œil. Ils veulent me voir pour parler de quelque chose. Procédure disciplinaire. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai laissé devant son mur. Jenny a un mauvais rhume. Enfin, j'espère que ce n'est qu'un rhume. Elle a les yeux qui coulent et elle tousse sans arrêt. À part ça, tout va très bien. Le soir, tard, silence, blanc, froid, mort. J'ai déposé un petit mot dans l'ascenseur ce soir pour demander des antibiotiques et quelque chose pour le rhume de Jenny. Je sais que je perds mon temps, mais j'en ai à perdre. J'ai tout le temps du monde. Nous n'avons peut-être plus rien à manger et pas de chauffage, mais la seule chose qu'il ne puisse pas nous prendre, c'est le temps. Il peut brouiller notre perception du temps, en tout cas. Il le pouvait avant que j'explose l'horloge, mais il ne peut pas nous priver de temps, ça, et on en a beaucoup à revendre. Beaucoup de temps. J'y ai pas mal réfléchi, le temps. Tic, tac. Pour commencer, je viens de voir quel jour nous sommes, le 29 février. Je crois que c'est le 29 en tout cas. Je crois que cette année est bissextile. Je ne me souviens jamais comment on est censé calculer. De toute façon, ça n'a aucune importance. C'est sur les doigts, janvier, février, mars, avril. Tu as fait quoi pendant ta maternelle, Linus? D'ailleurs, mars entre février et avril, hein, mais vous l'aviez pas remarqué, bien sûr. Mais si je ne me trompe pas, ça fait 1 mois que je suis ici. Et en fait, même ça fait 32 jours. Je viens de compter, à 1 ou 2 jours près, ou 3. Tout ça est relatif, naturellement. Disons que je suis ici depuis 1 mois. J'ai 16 ans et 4 mois, à quelques jours près, ce qui donne 196 mois. Alors 1 mois, c'est 1/196e de ma vie. Russell, en revanche, disons qu'il a 70 ans. 70 ans, c'est 840 mois. Donc, il est ici depuis 1/840e de sa vie. Et Jenny, proportionnellement, est ici depuis plus longtemps que nous tous. Je ne sais pas exactement quel âge elle a. Je sais qu'elle a 9 ans, mais je ne sais pas quand elle en aura 10. Si pour simplifier, nous disons qu'elle en a 10, elle aurait été ici pendant presque 1/120e de sa vie. Vu, 1 mois signifie des choses différentes selon les gens. C'est ce que je veux dire quand j'écris que le temps est relatif, le temps.
Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. J'y ai tellement réfléchi que mes réflexions m'ont mené à une impasse. Et autre chose, c'est difficile. Une minute. Je mets de l'ordre dans mes idées. Bon, on y va. C'est à peu près ça. Il y a le passé, le présent et l'avenir, d'accord? Quand on parle du temps, c'est de ça qu'on parle, de rien d'autre. Avant, maintenant et quand. Le passé est passé. On ne peut pas exister dans le passé, d'accord? C'est fini. Et on ne peut pas non plus exister dans l'avenir. Il n'est pas encore là. Alors, ça nous laisse le présent, maintenant. Mais si on y pense, si on commence à se demander ce qu'est maintenant, quand, c'est enfin combien de temps dure le présent? Une seconde? Une demi-seconde? Un quart de seconde? Un huitième? On peut toujours le couper en deux, encore et encore et encore. On peut le diviser jusqu'à une durée infinitésimale, une proportion infime de nanosecondes, et le diviser encore en deux. Et comment exister dans une durée infiniment petite? On ne peut pas. C'est trop petit pour qu'on puisse en faire l'expérience. Avant qu'on ait pu le saisir, ça a disparu. Mais si on ne peut pas exister dans le présent, et pas non plus dans le passé ni l'avenir, alors on existe quand, merde? Le temps. Je suis allé demander à Russell ce qu'il en pensait. C'est le genre de choses qu'il connaît bien, le temps et tout ça. Mais il était complètement dans le brouillard, à nouveau. Cette fois, je pense que j'étais un dénommé... Cette fois, il pensait que j'étais un dénommé Fabien. Je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Jeudi 1er mars. Voilà, il ne reste plus rien à manger. Ce matin, nous avons partagé les derniers biscuits secs, 2 chacun. Miam miam. Il n'y a rien de mieux qu'un vieux biscuit sec bien rassis pour se remonter le moral. Bird est debout. Son cou et la moitié de sa figure ont pris une bizarre teinte bleuâtre, et il a d'horribles taches rouges violacées partout. Mais il se déplace normalement, alors ça ne peut pas être si terrible. Je lui ai demandé comment il se sentait, mais il ne veut même pas me regarder. Il a essayé de récupérer un biscuit en plus. Il a dit qu'il était malade, qu'il avait besoin d'énergie. Il voulait l'un des miens. Il a dit que c'était de ma faute s'il était malade et que par conséquent, je devais lui donner un demi-biscuit. Fred lui a dit de la fermer. Merci Fred. De lui dire qu'il est complètement con l'autre. C'est marrant, Bird déteste Fred. Je ne pense pas qu'il le déteste autant qu'il me déteste moi, mais enfin, ce n'est pas loin. Il pense que Fred est un crétin vulgaire, une brute, un prolo. Il pense que Fred est un type de la pègre. Mais maintenant, il lui doit la vie. Et il ne sait pas très bien comment se débrouiller avec ça. Il ne sait pas comment exprimer de la gratitude. Si c'était moi, je dirais merci. Merci de m'avoir sauvé la vie, et voilà. Mais Bird a l'air de penser qu'il doit à Fred quelque chose de plus, comme s'il devait lui faire allégeance. Alors, il agit en subordonné. Il devint servile, mais en même temps, il est incapable de cacher son mépris. Et ça se voit dans son sourire. C'est comme une mauvaise odeur. En réalité, c'est pathétique. Oui, c'est... en vrai, c'est surtout pathétique le côté... C'est surtout pathétique le côté du mec... Oh là là, je dois quelque chose à un prolo, mec. Bah, les couilles, il t'a sauvé la vie, dis merci, on passe à autre chose. Hein. On va passer 40 ans sur le fait qu'il t'a sauvé la vie. J'ai longuement bavardé avec Russell ce soir. Je n'ai pas mentionné l'incident d'hier, quand il est devenu bizarre, mais je pense qu'il est au courant. Il avait l'air un peu gêné, comme un ivrogne bien conscient d'avoir fait quelque chose d'idiot, mais incapable de se rappeler ce que c'était. Enfin, Russell m'a raconté plein de choses sur son enfance, ses parents et ses études, comment c'était de grandir noir et gay. Il racontait ça comme quelque chose de drôle, mais je pense qu'il a dû vraiment souffrir. Il a été beaucoup tabassé. Quand les autres élèves se sont mis à me harceler à la pension, j'ai d'abord pensé que ça avait un lien avec le fait que mon père était riche et qu'ils étaient jaloux. Mais ensuite, j'ai vu qu'ils n'en avaient aucune raison de l'être. Leurs parents aussi roulaient sur l'or, à la tête de fortunes énormes, et au moins à la moitié étaient des célébrités, de vraies vedettes, des lords et des ladies, des membres plus ou moins éloignés de la famille royale, des parlementaires, des stars du rock, des stars du cinéma, ce genre-là. Comparé à leurs parents, mon père n'était personne. Alors, j'ai commencé à me dire que c'était pour ça qu'ils s'en prenaient à moi. J'étais commun, un prolo. Je n'avais pas d'éducation, ou alors, c'était mes cheveux longs qu'ils n'aimaient pas, ou ma manière de parler. Peut-être que tout simplement, je ne leur plaisais pas. C'est possible, non? Si ça se trouve, je ne suis pas tellement sympathique. On ne peut pas le savoir en fait. Personne ne peut dire s'il est sympathique ou non. On pense l'être, mais tout le monde se croit sympathique. Tout le monde pense être quelqu'un de bien. Enfin, ça n'a plus d'importance maintenant. Ils s'en sont pris à moi, c'est tout. Pourquoi ils l'ont fait?
Ce n'est pas le sujet, ils l'ont fait et voilà. Russell m'a demandé ce que je ferais quand j'allais sortir d'ici, si je retournerais chez mon père. Je ne sais pas, probablement. La rue ça va un moment, mais ce n'est pas mieux que n'importe où ailleurs, au bout du compte. Les mêmes gens sont pourris, la même vie pourrie, toujours la même merde. Au moins mon père ne me vole pas mes affaires. Il te manque ? Demanda Russell. Je ne le connais pas assez pour qu'il me manque. Russell m'a regardé, j'ai soupiré. Ouais bon, il me manque. Bon finalement quand j'arrête de me donner un style de mec dur, ok il me manque. Comme disent les Anglais avec un flegme marqué, come on, hein. Exactement. Le mot est drôle pour insulter de façon kitsch, mais ça sonne pas sympathique pour tous. Bah écoute, moi j'aime bien. Je le note dans mes petites insultes à balancer comme ça, tu vois. Enfin mes petites games en ligne là, comme ça. Quand je tomberai sur un con, je lui dirai ça. Avec le même ton, bien sûr, évidemment. Quand je me suis sauvé, au début, mon père a essayé de me retrouver. Il a fait imprimer des tonnes d'affiches. Le genre de truc habituel quand on recherche des personnes disparues. Avec mon nom, ma photo et tout. Il en a fait coller absolument partout. J'en ai vu pas mal à Londres, surtout près des gares et des stations de métro. Mais mon père ne savait pas où j'étais. Alors, il a collé des affiches dans tout le pays. Je l'ai su grâce à une fille que je rencontrais, Sophie, qui venait de Northampton. Je l'ai rencontrée un jour en traînant près du McDonald's de Liverpool Street. Sophie. Elle portait une jupe usée jusqu'à la corde, des bas noirs fins avec des Dr Martens rouge vif. Elle était sympa dans son genre, bref. On a un peu parlé, elle m'a dit qu'elle me reconnaissait, à cause des affiches qu'elle avait vues à Northampton. Après ça, je me suis coupé les cheveux et je les ai teints en blond. Mon père a aussi lu les services d'un détective privé, un petit type crado en costume minable. Il s'est mis à fureter partout, à poser des questions en montrant ma photo aux gens, mais il n'a pas duré longtemps. Pretty Bob l'a suivi et lui a filé une raclée. Je ne crois pas qu'il l'ait fait pour moi, non. Il aime juste bien cogner. Tu vois, les gens sont les mêmes partout. De la merde. J'en ai assez de tout ça. Merci de m'avoir sauvé. Oh non, t'inquiète, hein, j'aimais juste me battre. Hein. Le prends pas pour toi. Ok, très bien, bon, si tu le dis. Dimanche 4 mars. Pas pu écrire depuis un bon moment. Pas trouvé quoi dire. J'ai faim, il fait froid, je m'ennuie, j'ai peur, j'en ai marre. C'est toujours pareil. Mais j'en ai tellement marre. C'est arrivé au point où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus penser, on ne peut plus se souvenir de rien, on ne ressent plus rien, on ne peut même plus se mettre en colère. Il n'y a rien d'autre à faire que rester allongé sur son lit, à regarder dans le vide toute la journée. Et quand les lumières s'éteignent, on continue à regarder dans le noir. La lumière s'allume, l'ascenseur vide descend, la journée passe, l'ascenseur vide remonte, la lumière s'éteint. J'essaie de continuer à réfléchir, mais plus je me concentre, plus ça devient compliqué. Bah oui, t'as pas beaucoup mangé, en plus t'as froid. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Penser. Penser ? Qu'est-ce que c'est ça ? Penser ? Et comment ça marche ? Je pense à ça et j'ai la tête qui tourne. Ça empire. Je m'imagine comme 16 ans d'os. De peau, de muscles, de cerveau, de sang, de chair et de gelée. Rien de plus. J'imagine des symboles à l'intérieur de ma tête, des trucs électriques, des circuits, des tuyaux, des schémas spatiaux pétrifiés dans le temps, des petits trucs, des bouts de trucs, des brins effilochés, du carbone, des éléments, tout ça. J'y pense. Je pense à ça, que ça peut tout faire, ça peut m'émouvoir, ça peut marcher, ça peut respirer, ça grandit, ça peut voir, ça peut entendre, toucher, sentir, goûter, ça peut aimer et détester, ça peut vouloir, ça a des besoins, ça peut avoir peur, ça peut parler, ça peut rire, ça peut dormir, ça peut jouer, ça peut se poser des questions, ça peut mentir, ça peut se souvenir, ça peut vivre avec des doutes et des incertitudes, ça peut chanter la la la, ça peut danser, ça peut rêver, ça saigne, ça tousse, ça cligne des yeux, ça frissonne et ça transpire, ça peut vivre sans amour. C'est compliqué, ça peut analyser, coordonner, détruire, rêver, garder des secrets, maîtriser, générer, dégénérer, synthétiser, faire dans le sentiment, réguler, calculer, imaginer, ça peut courir, jouer. Excusez-moi, j'ai vraiment lié un i, c'est pour ça. Jouer, bondir, juger, ça peut attraper un ballon,
et danser, et se battre, et pleurer, et savoir la nuit que le matin finira par arriver. Ça peut cracher, reconnaître, faire du vélo, ça peut tuer, siffler, demander et oublier, ça peut espérer et avoir mal, ça peut finir par savoir qu'il n'y a rien à savoir, et ça peut me fermer les yeux. Ça me fermera les yeux. Mardi 6 mars. Je me sens mieux maintenant. Nous n'avons toujours rien à manger, il fait toujours aussi froid, mais on dirait que j'ai trouvé un reste d'énergie, quelque part, et que j'ai réussi à me débarrasser de la plupart de mes idées noires. Je ne me sens plus tout à fait aussi désespéré. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Je me suis perdu, je crois. J'ai sombré au fond d'un trou. Ce sont de drôles de choses, les trous. On ne sait pas qu'on est au fond avant d'en être sorti. Ce matin... excusez-moi pour... j'ai lu les 2 phrases qui suivent et oh là là, ça m'a dégoûté. Ce matin, j'ai tué et mangé 2 cafards. Des gros. Ils se cachaient dans la cuisine, derrière la cuisinière carbonisée. Je vais faire fouiller dans le coin pour voir. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver derrière une cuisinière, n'est-ce pas? Les cafards étaient sur le mur. Je les ai saisis très vite, je les ai écrasés. J'ai mis la bouillie dans une tasse et je l'ai avalée en la mélangeant avec un peu d'huile de cuisine. Oh, ça avait un goût abominable. Oh bah tu m'étonnes, mais c'est immonde. Mais... oh, dégueulasse, dégueulasse. Plus tard, 11h57 du soir pour être précis, nous avons une nouvelle horloge. Il y a quelques heures, nous avons eu droit à une dose de gaz somnifère. J'étais dans ma chambre, assis sur mon lit. J'essayais de démêler quelques-uns des nœuds de mes cheveux. J'ai entendu le sifflement. J'ai regardé en l'air, j'ai senti l'odeur chimique. Je me suis levé pour m'enrouler dans le drap sur la tête, mais c'était trop tard. Mes yeux se sont mis à couler, ça m'entrait dans les poumons et c'était fini. Quand je me suis réveillé, je me suis levé pour aller voir comment étaient les autres. Ils étaient tous debout. Sauf Bird qui restait sur son lit, haleté comme un poisson hors de l'eau. Je ne l'avais pas vu depuis un moment et je ne savais pas qu'il allait aussi mal. Il était dans un état terrible. Sa peau a pris une couleur qui n'a plus rien d'humain. Elle est marquée de taches sombres. Sa tête a enflé. Son cou est aussi raide qu'une planche. Il a les yeux complètement exorbités. C'était un choc de le voir. C'était trop. Je n'ai pas pu le supporter. C'est un peu dégueu. L'homme est en train de mourir, je pense. Je l'ai laissé seul et je suis allé rejoindre les autres. Nous avons regardé partout pour voir si il était descendu pour faire quelque chose pendant que nous étions endormis. Mais tout ce que nous avons trouvé, c'était l'horloge. Une horloge toute neuve. Exactement la même que l'ancienne. Pendant un instant, j'ai eu envie presque irrésistiblement de l'exploser. Et c'était tout. Nous sommes restés ensemble, un moment, essayer de trouver quelque chose à nous dire, mais personne n'avait d'idée. Une nouvelle horloge? Bah super, ça ne se mange pas. Après un moment, le silence est devenu trop lourd. Et nous sommes repartis un à un vers nos chambres. J'ai suivi Russell et je l'ai rattrapé devant sa porte. Je peux vous dire un mot? Il m'a regardé, ses yeux avaient une expression lointaine. Au sujet de Bird. Qui? Bird, je crois qu'il est très malade. Russell s'est contenté de hocher la tête. Vous l'avez vu récemment? J'ai demandé. Qui? Bird. Russell a cligné des yeux. Je suis désolé, mais je suis très fatigué. Pouvons-nous en parler une autre fois? Mais je pense qu'il est en train de... Tu n'y peux rien, il est en train de mourir. Nous sommes tous en train de mourir. Il vaudrait mieux que tu t'y fasses. Très positif comme parole en tout cas. Avec ça, il s'est détourné, il m'a fermé sa porte au nez. En même temps, le mec va mourir dans peu de temps dans tous les cas, donc... Il ne reste que 5 minutes avant le couvre-feu. Je me demande s'il va être 5 minutes courtes ou 5 minutes longues. Je me demande comment il s'y prend pour ajuster l'heure. Est-ce qu'il le fait manuellement? Est-ce automatisé? Réglé électroniquement? A-t-il branché l'horloge sur une espèce de mécanisme de réglage téléchargé depuis internet ou acheté dans l'une de ces boutiques de gadgets de Tottenham Court Road? Et il y a encore une chose que je me demande. Je me demande si il a lu mon carnet quand il est descendu jusqu'ici. Hein? Vous l'avez lu? Eh monsieur, vous avez lu ça quand vous êtes venu? Vous avez jeté un coup d'œil sur mes pensées les plus secrètes? Alors? Non, je ne le pense pas. En fait, je sais que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, je suis plutôt rusé. Je peux savoir si ce carnet a été déplacé. Je peux savoir si il a été simplement touché.
Vous voulez savoir comment? Eh bien, tant pis pour vous, parce que je ne vous le dirai pas. Mais vous savez, je n'ai pas besoin d'être tellement rusé pour savoir ce que vous faites. Je l'aurais su de toute façon. Si vous aviez touché ce carnet, je l'aurais senti à 1 kilomètre. Les pages auraient pu la merder. Ah, ça tire à balles réelles, hein. Ça me bute parce qu'on dirait les collégiens on dirait les collégiens qui sont en train de se battre. Et dis donc, depuis que t'es arrivé, y a pas de mauvaise odeur? Est-ce que ça puerait pas la défaite par ici? Ça, j'aurais totalement ça, quoi. Jeudi 8 mars. Un mot sur Jenny. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Même dans les mauvais moments, quand je suis déprimé, quand elle est malade ou l'inverse, nous passons des heures ensemble tous les jours. De temps en temps, nous bavardons et de temps en temps, nous ne disons rien. Ça n'a pas d'importance. Être ensemble, ça nous suffit. Je lui raconte des histoires, j'invente des blagues. Nous jouons à des jeux de lettres. Parfois, quand il n'est pas trop fatigué, Russell se joint à nous. À l'occasion, Fred vient aussi. Mais la plupart du temps, c'est Jenny et moi. Si je ne suis pas d'humeur pour les histoires ou les blagues, elle babille toute seule. Elle parle de ses amis, de sa famille, ou de ce qu'elle pense des choses, les groupes de pop, la télé, les chiens, les vêtements. Je n'en ai rien à faire, j'écoute, c'est tout. Je hoche la tête. De temps en temps, je mormonne ou pas. Ça n'a aucune importance. C'est bon. Ça nous permet de tenir l'un et l'autre. Moi, plus qu'elle, sans doute. Elle supporte tout ça plutôt bien. Elle a l'air affreusement négligée, maigre, sale, fatiguée, mais nous avons tous l'air affreusement négligés. La différence avec Jenny, ce sont ses yeux. Même quand ils sont rouges de larmes à cause du rhume, ses yeux sont clairs, vivants, aussi brillants que le jour de son arrivée. Nous autres, nous avons des yeux de mort. Un peu plus tôt dans la soirée, elle m'a raconté qu'Anja avait des provisions. J'ai sursauté. Quoi? Des cornflakes. Je les ai vus dans sa chambre. Qu'est-ce que tu faisais dans sa chambre? Jenny a eu l'air un peu gênée. Je voulais lui demander quelque chose. Lui demander quoi? Elle a rougi. Rien, un truc de fille. Ah, très bien. Elle eut un sourire troublé. J'ai frappé à sa porte et je suis entré. Je ne voulais pas être impoli. J'ai cru que j'avais entendu dire « entrer ». Mais je ne pense pas qu'elle l'avait dit parce que je l'ai vu vite glisser un paquet de cornflakes sous son lit. Je l'ai vu, Linus. Elle m'a hurlé dessus. Elle m'a dit de sortir. Les cornflakes? Elle hochait la tête. Je les ai vus. Tu en es bien sûr? Oui, je les ai vus. Je suppose qu'elle les a cachés dans sa chambre avant que nous commencions à être rationnés. Et pendant que nous crevons de faim, elle se gave tranquillement de cornflakes. Reste ici, j'ai dit à Jenny. Je suis sorti dans le couloir et j'ai foncé vers la chambre d'Anja. Je suis entré sans frapper. Elle était assise par terre, dos au mur. Elle ne portait que ses sous-vêtements, en dentelle blanche, sale et tachetée. Et a-t-elle dit, qu'est-ce que tu fous? La ferme. Je suis allé vers son lit et j'ai regardé dessous. Il n'y avait rien. J'ai ouvert la porte de la table de nuit. Anja s'est levée. Elle s'est mise à hurler. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Qu'est-ce que tu t'imagines? Fous-moi le camp. Comment oses-tu venir ici sans... Non! À l'intérieur de la table de nuit, outre les cornflakes, il y avait une épaisse croupe de pain moisi, une demi-tablette de chocolat et une tranche de fromage séché. Non, non, attends une minute. Écoute, je peux t'expliquer. J'ai tout ramassé. J'ai calé les provisions entre mes bras et ma poitrine, fermé la table de nuit d'un coup de pied et je suis sorti. J'espère que ça va te faire dégueuler quand tu auras fini de faire la morale, espèce de sale petit bâtard. Petard. En même temps, tu bouffes tout, trop égoïste. Putain, les deux riches de l'histoire, trop chiant quoi. C'est les deux plus gros relous. À penser qu'à eux depuis tout à l'heure. J'ai donné la plus grosse part à Jenny, et j'ai divisé le reste entre nous 4. Russell dormait, alors j'ai laissé sa part sur sa table de nuit. Burr ne voulait même pas de la sienne, mais je lui ai laissé quand même. Fred a jeté un coup d'œil à la poignée de rogatons crassis que j'avais à la main, et m'a demandé où je les avais trouvés. Je lui ai dit que c'était des restes qui avaient glissé derrière la cuisinière. Il ne m'a pas cru, mais il avait trop faim pour s'intéresser à la vérité. Il m'a pris le pain et le reste des mains et il a tout englouti en une seule bouchée. Vendredi 9 mars. D'abord,
Les bonnes nouvelles. Il y avait un énorme morceau de viande cuite dans l'ascenseur aujourd'hui. Un rôti de bœuf sur un plateau d'argent. Il était magnifique, épais, ferme, juteux, succulent. L'odeur était enivrante. Et les mauvaises nouvelles? Il y avait 2 feuilles de papier épinglées avec des brochets de rôti. L'une des 2 était un petit mot tout crasseux que nous avions écrit il y a à peu près 1 mois. Tu te souviens de cette réunion secrète dont je t'ai parlé? Voilà. La raison pour laquelle je ne voulais rien écrire, c'est que j'avais peur que le type à l'étage au-dessus nous découvre ce que nous préparions. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance, parce qu'il a découvert. Russell nous avait dit tout ce qu'il savait sur le bunker, et nous avions écrit le petit mot. Quand Fred avait mentionné son idée de message jeté dans les toilettes, Jenny avait fait remarquer que ça ne servirait à rien d'envoyer un message si nous ne savons pas où nous étions. Mais un peu plus tard, j'en avais discuté avec Russell. Il disait que même si nous ne savions pas exactement où nous étions, nous avions des informations qui valent la peine d'être transmises. Nous savions que nous étions probablement quelque part dans les sexes. Nous savions que nous étions encore en vie et que, aussi longtemps que la police nous saurait en vie, elle allait continuer à nous chercher. Et nous savions que nous étions dans un vieux bunker qui avait servi d'abri antinucléaire. Il n'y en a pas tant que ça par ici, avait dit Russell. Et je connais quelqu'un comme Bridge, un physicien, le professeur Loche. Il a fait des recherches sur les sites nucléaires d'après-guerre il y a quelques années. Si je note tout ce que je sais sur cet endroit et que nous précisons dans notre message qu'il faut communiquer mes indications au professeur Loche, il n'était pas impossible qu'il puisse en déduire où nous sommes. Alors, nous avons rédigé un message, les noms, les descriptions, les déductions, toutes les informations qui nous venaient à l'esprit, et nous avons soigneusement emballé notre message dans plusieurs épaisseurs de plastique noir arrachées à un sac poubelle. Puis, nous avons ficelé le paquet avec des bandes de plastique de couleur vive, prélevées sur des emballages alimentaires. Et enfin, nous avons fait partir le paquet dans la chasse d'eau. C'était il y a presque 3 semaines, et maintenant, notre message était là, embroché sur un rôti de bœuf. Je pense que nous savions tous dès le début que notre message n'avait à peu près aucune chance d'être découvert. Depuis qu'il était parti dans la chasse d'eau, je faisais de mon mieux pour ne pas y penser, mais je crois que, quelque part, au fond de moi, je me raccrochais quand même à l'idée que quelqu'un allait le trouver. Alors, quand je l'ai vu ce matin et que j'ai compris ce que ça signifiait, j'ai reçu ça comme une grosse gifle bien glacée. Mais l'autre bout de papier, épinglé à la viande, était encore pire. C'était une note imprimée qui disait simplement « Écoutez ma parole, celui qui tuera son prochain sera libre. » Bah dis donc, ça prend des tournures un peu Battle Royale, un peu Hunger Games aussi, et un peu saut, un petit mélange de tout ça. Coucou, merci beaucoup pour tes lectures, ta voix nous accompagne souvent, ma copine et moi, continue tout ça autant que tu peux, bisous. Bah merci beaucoup à vous pour le message, ça fait très plaisir. Content de voir que mes petites lectures vous accompagnent toutes les semaines, quand il y a des lectures en tout cas, qui vous accompagnent quand il y en a. Tant mieux si ça vous permet de passer un bon moment et de vous détendre près de ta copine. Et bien je t'inquiète pas, c'est prévu que je continue. Tant que je peux continuer, je continuerai. Mais merci beaucoup à vous pour les messages, ça fait très plaisir. Et du coup aussi, bienvenue à vous sur ce fin de stream. Je ne sais pas si vous venez d'arriver ou si vous êtes déjà là depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, posez-vous tranquillement dans tous les cas. Nous l'avons tous regardé longuement, 10 mots, 9 yeux interdits. Bird était resté dans sa chambre. Au bout d'un moment, j'ai demandé « Alors ?»« Alors quoi ?» a demandé Fred. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« On s'en fout » a dit Fred, en mettant la main sur l'une des brochettes. Il l'a enfoncée dans le rôti et s'est servi pour découper un gros morceau de bœuf. « Attention » j'ai dit, « il y a peut-être de la drogue. »« M'en fous. » Il s'est fourré la viande dans la bouche et s'est mis à mastiquer. « Vieux me mouiller empoisonné comme moi il le fait. »« Quoi ?» Il a dit qu'il aime mieux mourir empoisonné que mourir de faim, a dit Jenny. Nous avons regardé Fred manger, dévorer, mastiquer, avaler. Nous avons regardé la viande, épaisse et juteuse, à vous faire venir l'eau à la bouche. Nous avons regardé le message. Écoutez ma parole,
celui qui tuera son prochain sera libre. C'est la viande qui a gagné. Nous nous sommes jetés dessus comme des hyènes, en arrachant des gros morceaux n'importe comment et en nous bourrant à l'aveugle. Après, quand nous avons eu le ventre plein, et quand Russell et Jenny ont eu fini de vomir, nous avons reporté notre attention sur le message. Écoutez ma parole, celui qui tuera son prochain sera libre. Je pense que c'est censé être un genre d'engagement contractuel, dit Russell. Quel contractuel, a demandé Fred, en se curant les dents. Non pas une contractuelle, un genre de contrat, un accord. Il dit que si l'un de nous tue un autre, il libérera le tueur, il lui laissera partir une vie en échange d'une autre. Il nous donne sa parole. Merci Russell pour l'éclairage. Je pense qu'on l'avait pas compris sans toi. Heureusement que t'es là. Personne n'a rien dit pendant un bon moment. C'était difficile de savoir quoi faire. Si on ajoutait l'autre lettre, la viande et la bizarrerie du message, il y avait de quoi être perdu. J'ai regardé Russell. Il tenait le message dans sa main et il l'examinait avec beaucoup d'attention. La feuille tremblait. En ce moment, Russell le teint gris et le visage bouffi. Une main devant la bouche, il s'est mis à tousser. Oui, un engagement contractuel. Je pense que c'est ça. Je ne comprends pas, j'ai dit. C'est très simple, expliqua Russell. Si tu tues l'un d'entre nous, moi par exemple, il te laissera partir. Oui, ça je comprends, mais je ne vois pas pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi se donner cette peine? La peine de quoi? La peine de l'écrire? Et pourquoi pas? Parce que ça n'a pas de sens, c'est stupide. Il n'est pas stupide. Il est probablement fou comme un hanneton, mais il n'est pas stupide. Quoi, comme une sauterelle, a dit Russell? Quoi? L'œil de Russell a vacillé. Fou comme une sauterelle, pas comme un hanneton. Si vous le dites, mais il n'est pas stupide, d'accord? Non, il ne l'est pas. Alors, il ne peut pas croire sérieusement que nous allons nous mettre à nous entretuer. Non? Non. Russell a croisé les bras et a haussé les épaules. Eh bien, je ne pense pas, Sa voix s'est brisée et ses paupières se sont mises à clignoter. Je ne crois pas... Son visage s'est pétrifié et il est resté assis à regarder dans le vide. Au bout d'un moment, son menton s'est penché vers sa poitrine et ses yeux se sont fermés. Russell, Russell, qu'est-ce qu'il a? Demandé Fred. Rien, il n'a rien, il est juste fatigué. Fred a haussé les épaules. Le message n'avait pas l'air de l'impressionner du tout, pas plus que le comportement étrange de Russell. Ce genre de choses n'impressionne jamais Fred. En fait, quand il ne comprend pas quelque chose, ou que quelque chose n'a aucun rapport avec lui, il est capable de l'ignorer, complètement. Ce n'est pas une mauvaise méthode, je trouve. Je voudrais bien pouvoir en faire autant. Fred a étendu le bras pour prendre le message. Il s'est penché sur le texte sans cesser de se curer les dents. C'est de la merde, a-t-il conclu, en jetant le message sur la table. Il fait le con, c'est tout. Bien sûr que c'est de la merde, j'ai dit. Alors pourquoi on en parle? Jane est intervenue tout à coup. Ça dit « celui ». Je l'ai regardé, elle montrait la lettre du doigt. Le message, regarde, ça dit « celui qui tuera son prochain ». Ça ne veut rien dire, Jen. Ne t'inquiète pas, c'est juste un autre de ces jeux imbéciles. Elle a raison, dit Anja. Comment? Celui qui tuera, pas la personne qui en tue une autre, pas celui ou celle qui tuera son prochain. Et alors? C'est ce que dit le message, oui, mais encore. Elle m'a jeté un regard noir. C'est toi qui as dit qu'il n'était pas stupide. S'il n'est pas stupide... Elle s'est mise à enrouler une mèche de ses cheveux autour de son doigt en réfléchissant. S'il n'est pas stupide, pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Parce qu'il est complètement cinglé, voilà pourquoi. Elle m'a fait la moue. J'ai fermé les yeux. C'est ça qu'il veut, j'ai pensé. C'est exactement ça qu'il veut. La folie, la pagaille, la descente en spirale vers le chaos. C'est le but du jeu depuis le début. Il est comme un gamin qui enfonce son bâton dans une fourmilière. Il adore observer le chaos. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez? Vous voulez juste savoir ce qui va se passer maintenant. Très bien. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Je vais l'écrire pour vous, d'accord? Ça ira comme ça? Ce qui se passe, c'est ça. Bird sort de sa chambre en traînant les pieds. Il s'approche de la table en se tenant la tête d'un côté et en clignant des yeux pour se protéger de la lumière. Sa peau n'est plus qu'un champ de bataille couvert de taches et de zébrures. Il s'assied. « Salut », lui dit Fred. Bird grogne. En dépit du froid, il transpire. Il regarde la viande. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« À quoi ça ressemble ?» répond Fred. Bird lui jette un regard de côté. « Hein ?»
Fred sourit et hoche la tête. Jenny me chuchote à l'oreille. Il est très malade? Je fais signe que oui. Jenny regarde Bird avec l'inquiétude sincère d'un enfant. Elle ne devrait pas, mais c'est ce qu'elle fait. Avec 2 doigts délicats, elle prélève un petit morceau de viande du rôti et l'offre à Bird. Il la regarde, la renifle et lui prend le morceau des doigts pour le mettre dans sa bouche. Il mastique péniblement, avale, grimace de douleur. Il y a un message, dit Anja. Hein? Elle ramasse le message du type à l'étage au-dessus et le passe à Bird. Il la regarde fixement, troublée. Elle baisse les yeux. Il lit le message. Cligne des yeux, relit le message, relève la tête, cligne des yeux. Il plie soigneusement le papier et le glisse dans sa poche de chemise. Je suis fatigué, dit-il en se mettant debout. J'ai mal à la gorge. De l'autre côté de la table, Russell a ouvert les yeux. Il regarde Bird. Bird lui rend son regard et lance. Quoi? Il nous tourne le dos et s'éloigne d'un pas vacillant vers sa chambre. Toutes ces choses, la viande, le message, le billet de 10 livres, plié en forme de papillon, j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi longuement. Est-ce qu'elles sont censées avoir un sens? Comme des indices, des symboles, des signes, des allusions? Je ne le pense pas. Ce ne sont que des jouets, des jeux. Il s'amuse, c'est tout. Pour lui, tout ça n'est qu'un divertissement. J'ai pensé à ça aussi, mais je ne vais pas te dire ce que je pense maintenant, parce que, petit 1, je ne suis pas certain que ça ait beaucoup de sens, et petit 2, si ça a un sens, je ne suis pas certain d'avoir envie d'en parler. Plus tard, j'ai fait du thé, et je suis allé emporter à Russell dans sa chambre. Ça ne sentait pas très bon là-dedans. Une odeur de malade et de renfermé, avec un arrière-goût de merde. Comme dans la chambre d'un vieux gâteux qui se laisse aller. Tout semblait marronasse et sale, même l'air. Russell s'est redressé dans son lit pour avaler une gorgée. Un peu de thé a coulé sur le devant de sa chemise, mais il n'a pas eu l'air de s'en apercevoir. Je me suis assis en face de lui. Il a vraiment l'air vieux maintenant, très vieux, grisonnant et affaibli. Sa peau a viré du noir au gris jaunâtre. Tu as compris, m'a-t-il demandé. Compris quoi? As-tu percé l'énigme? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il a soupiré. Allons, Linus, c'est évident. Tu as un choix à faire, l'un ou l'autre. Ce ne sera pas facile, bien sûr, mais c'est tout ce que tu as, crois-moi. Il respirait vite, son souffle court s'entendait dans sa voix. Il a posé sa tasse et m'a regardé. Alors, tu es prêt? Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Le message, l'engagement contractuel, il te donne le choix. Il faut que tu... Là, sa voix s'est brisée dans une espèce de toux, grâce... Des traces humides ont éclaboussé ses lèvres, et il les a essuyées d'un revers de la main. Tu dois te servir de ce que tu as, Linus. Tu peux faire d'un mal un bien, tu comprends? Sers-toi de ce que tu as. Mais qu'est-ce que j'ai? Il a levé un doigt noueux et il a agité distraitement dans les airs. Sa bouche souriait de travers. Son œil valide ne voyait plus rien. C'était plus que je ne pouvais en supporter. J'ai regardé ailleurs, gêné. Je ne savais plus quoi dire ou regarder. Je ne savais plus quoi ressentir. La pièce est restée silencieuse un moment. Les yeux baissés, je cherchais quelque chose à regarder par terre, des motifs dans le béton, n'importe quoi. Écoute, a dit Russell brusquement. Tu as moi ou Bird, ça fait 2. Nous allons très vite mourir l'un ou l'autre. De toute façon, tu n'as qu'à choisir. Je ne... D'un signe de la main, il m'a fait taire. J'en ai assez, Linus. J'en ai plus qu'assez, Cette chose, a-t-il dit, en touchant sa tête, cette chose est en train de me dévorer. Je la vois grossir sous mon crâne. Je la vois. Elle change de forme. C'est un doigt noir, comme le charbon maigre et crochu. C'est un morceau de corail carbonisé. C'est un os de sorcière, un verre noirci au soleil. Parfois aussi c'est blanc. Blanc comme du cartilage de poisson, ou rose, comme les tendons crus du blanc de poulet. Je la vois, ce n'est rien. Un amas de cellules incontrôlables, voilà ce que c'est. Des monstres, des morceaux de vivants qui ont mal tourné, des marginaux mal foutus, des barbares à l'échelle microscopique, des délinquants juvéniles qui se précipitent dans le néant à force de se reproduire comme des malades. Ils adorent la mort, tu sais, ces vauriens, a-t-il ajouté avec un rire. Ils me tuent et ils en meurent. On ne peut pas ne pas les admirer, tu ne crois pas? Vous racontez n'importe quoi. Précisément, et c'est bien pourquoi... Pourquoi quoi? Il a recommencé à cligner des yeux. Aucune importance. Monsieur Bird a une infection. Je ne sais pas ce que c'est. Les germes du chien. Probablement une septicémie ou une méningite. Enfin, une septicémie, il va mourir du coup, c'est une infection généralisée. Donc...
Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais ça n'a pas d'importance. Il est en train de mourir. Il n'en a plus pour que quelques jours, sans doute. Alors voilà, 2 d'entre nous sont déjà morts, et il ne t'en faut qu'un. Je commençais enfin à comprendre ce qu'il voulait. Voulait dire, oui, oui, tu le bats à son propre jeu, tue-moi, ou tue Bird, ou les deux si tu veux, et il te laissera partir. Tu pourras rentrer chez toi, retrouver ton père, et libérer les autres, Jenny, Fred. Avec un coup d'œil vers le plafond, il ajoutait discrètement en baissant la voix, il ne le sait pas que je suis en train de mourir, il ne sait pas... J'avais envie de pleurer sur Russell et son intelligence, de pleurer aussi sur la mienne. Je l'écoutais discourir pendant encore un moment, sur la philosophie de la mort, sur la justice naturelle, sur le temps et la physique, jusqu'à ce que sa tête se mette à dodeliner sur sa poitrine et que ses yeux se ferment. Les mots se tarissaient, un peu de bave lui coulait sur le menton. Je me suis penché pour l'essuyer, et j'ai remonté sa couverture sur lui, et je suis retourné tristement dans ma chambre, et me voilà, perdu. Mon équilibre a disparu. Ce que je pensais un peu plus tôt, lui là-haut, en train de se faire plaisir, c'est vrai. C'est ce qu'il fait, il s'amuse, il se divertit. Et voilà, ça ne compte pas ce que je pense. Ce que les autres en pensent ne compte pas. La compréhension, le jugement, la désapprobation, rien de tout ça n'a d'importance. Tout ce qui compte pour lui, c'est son plaisir. Parce qu'il est tout ce qui existe. Il n'y a rien d'autre. C'est lui seul. C'est ce qu'il veut. Ce dont il a besoin. Ce qu'il fait. Rien de tout ça ne saurait être remis en question. Jamais. Et il n'y a rien d'autre à dire. Tu vois, je t'ai bien dit que c'était perdre ton temps de penser à tout cela. Dimanche 11 mars. Nous avons fini la viande ce matin. C'est stupide. Nous savons qu'il n'y en aura plus. Nous savons très bien qu'il fallait en garder, être prévoyant, agir de façon réfléchie. Mais nos cerveaux sont en grève, je crois. Maintenant, nous vivons comme des bêtes. Selon nos besoins, manger, boire, respirer, supporter, un jour encore, demain. C'est quoi ça demain? C'est aujourd'hui demain. Aujourd'hui l'ascenseur est vide. Demain, pareil. Cet après-midi, Bird s'en est pris à Jenny. Elle me l'a raconté. Elle était dans la cuisine en train de boire un verre d'eau. Bird est entré en marmonnant entre ses dents. Avec une main en visière pour protéger ses yeux de la lumière, il est allé vers le mur du fond. Au début, il n'a pas eu l'air de remarquer Jenny. Il est simplement resté là pendant un moment, à regarder le mur, et puis il s'est mis à déambuler dans la cuisine, en se dandinant et en poussant des jurons. En se dandinant, je lui ai demandé « Comme ça », m'a dit Jenny, en faisant une démonstration. Elle marchait autour de moi, avec les genoux pliés et les pieds en dehors. Comme un canard. Oui, il a fait le tour de la cuisine comme ça, et puis il s'est arrêté au milieu, et il a regardé par terre, comme s'il voyait des choses. Et puis, il s'est mis à taper des pieds, et je crois qu'il a parlé de guêpes. À la fin, il s'est arrêté, et il a recommencé à regarder par terre. Il a parlé de guêpes? Je crois, oui. C'était un peu dur à comprendre ce qu'il disait. Il parlait bizarrement, comme s'il avait la bouche pleine. Je crois qu'il parlait de guêpes. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé le voir, et je lui ai demandé s'il voulait un verre d'eau. Alors, il est devenu fou, Linus. Il m'a arraché la tasse des mains, et il s'est mis à hurler, et puis il m'a poussé contre le mur. Il t'a fait mal? Non, non, il m'a juste poussé, et il est parti, en marchant toujours comme un canard. Cette nuit, elle reste avec moi. Elle m'a raconté une blague. C'est... Attention les gens, c'est l'heure d'humour sur ce stream, il est presque 23h. C'est le moment où nous allons tous nous poiler ensemble avec la blague de Jenny. C'est un canard qui entre dans un bar. Il demande au barman « Eh, vous avez des cacahuètes ?» Le barman dit qu'il n'y en a pas. Le lendemain, le canard revient. « Vous avez des cacahuètes ?» Le barman dit qu'il n'en a pas. Le troisième jour, le barman s'énerve et il dit au canard qu'il va finir par lui couler le bec au comptoir. Le jour suivant, le canard revient. « Vous avez des clous ?» Le barman n'en a pas. Alors le canard dit « Vous avez des cacahuètes ?» Voilà, fin de la blague. J'espère que vous avez tous apprécié. Canard 29. Guêpe égale 39. La Terre tourne. Et c'est sur, ma foi, cette blague d'un niveau intersidéral, hein, cette blague du niveau du marécage du rire, que va se terminer cette lecture pour ce soir.